Je m'appelle Evelyn Green et pendant des années, j'ai gardé un secret comme un poids enfoui au plus profond de ma poitrine, un secret que je n'aurais jamais imaginé partager ainsi. Mais si vous vous êtes déjà retrouvé dans une pièce remplie de personnes censées vous connaître le mieux, et pourtant vous sentir étranger à votre propre histoire, vous comprendrez peut-être pourquoi je la raconte maintenant. Tout a commencé par une fraîche soirée d'été dans le centre-ville de Denver, sous les lumières scintillantes de la salle de bal Sterling Heights de l'hôtel Ridge View Plaza. L'air embaumait le bois ciré et un léger parfum. Le lustre projetait des éclats de lumière sur les visages de plus de 300 invités, médecins, donateurs et membres du conseil d'administration, réunis pour honorer les 40 ans de carrière de mon père en tant que chirurgien cardiaque de renom. Je suis resté à l'arrière, à demi caché dans l'ombre d'un rideau de velours, à le regarder sur scène. Ses cheveux argentés captaient les projecteurs, et sa voix résonnait dans les haut-parleurs avec cette autorité naturelle qui le caractérisait. Pour tous les autres, il était le héros de la soirée. L'homme qui avait sauvé d'innombrables vies grâce à son sang-froid et à ses décisions judicieuses. Pour moi, il était le père qui avait passé 10 ans à remettre en question mes choix, à rejeter mon monde comme un jeu d'enfant sans intérêt. Je sentais cette angoisse familière me nouer l'estomac lorsqu'il commença à remercier ceux qui avaient influencé son parcours. Vous connaissez peut-être cette sensation, ce mélange d'appréhension et d'anticipation quand on presse ce qui va arriver. Il appela d'abord mon frère aîné, sa voix empreinte de fierté lorsqu'il le décrivit comme la relève en médecine interne, une force montante qui perpétuait l'héritage familial. Les applaudissements retentirent dans la salle comme un coup de tonnerre, chaleureux et approbateur. Puis son regard se posa sur moi, et l'assistance suivit. Mes mains devinrent moites contre le tissu de ma robe. « Et voici, dit-il, ses pattes s'étirant juste assez pour faire s'accélérer mon pouls. Ma fille, Evelyn. Elle enseigne en maternelle, en gros du babysitting, mais ça l'occupe bien. » Les rires commencèrent doucement, puis se répandirent, des rires polis qui me piquaient la peau comme des aiguilles. Je restais figé, tandis que l'écho résonnait sous les hauts plafonds, faisant voler en éclats les couches de protection que j'avais érigées. La chaleur me monta au visage, mais je ne bougeais pas. Mes doigts se crispèrent sur mon téléphone dans ma poche, une encre dans la tempête. J'avais déjà entendu des variantes de cette phrase lors de dîners de famille, de fêtes. Mais l'entendre ainsi, diffusé le soir de son triomphe, fut une blessure plus profonde. Ce n'était pas que des mots. C'était un verdict, l'anéantissement public de tout ce à quoi j'avais mis tout mon cœur. Mon téléphone vibra alors, une légère vibration contre ma paume. Une nouvelle notification par email s'afficha à l'écran. Confirmation de rendez-vous. Fondation Hall. Je ne l'ouvris pas. Je n'en avais pas besoin. Je savais ce qu'il contenait. Et à cet instant précis, cela brûlait comme une flamme cachée. Mais je le gardais près de moi et continuais à parler tandis que Margaret Hall, la présidente de la Fondation Hall, entrait dans la pièce. Porte de service. Elle n'était pas sur la liste des invités, et sa présence changea l'atmosphère, subtilement mais indéniablement, comme les premières gouttes de pluie par une journée ensoleillée. Je la regardais se diriger vers l'avant, ses pas mesurés, et quelque chose s'éveilla en moi. Pas de la colère à proprement parler, mais une certitude tranquille que la soirée allait prendre une tournure inattendue. Ce rire me ramena cependant à des temps plus paisibles dans notre maison d'Aurora, un quartier où les contreforts des montagnes rencontraient la banlieue, et où les dîners se prenaient à leur autour d'une longue table en chêne dans la cuisine. Mon père s'asseyait en bout de table, racontant les opérations de sa journée comme des épopées, des artères débouchées, des cœurs guéris contre toute attente. Ma mère acquiesçait, les mains occupées à plier des serviettes en forme précise, tandis que mon frère aîné posait des questions qui montraient qu'il s'immergeait déjà dans ce monde. J'attendais une occasion pour parler de la petite fille de ma classe qui avait enfin formulé sa première phrase, ou du garçon qui avait vaincu sa peur du toboggan. Mais ce moment n'est jamais venu. Si j'insistais, il me lançait un regard distrait, murmurait un « c'est bien », avant de replonger dans ses études de médecine, le seul langage qui semblait compter. L'enseignement avait toujours été ma vocation. Même à l'époque, une vocation discrète qui résonnait au plus profond de moi. Quand j'ai postulé à l'Université d'État du Colorado pour des études en éducation de la petite enfance, sa déception était palpable. « Tu perds ton temps avec ça », m'avait-il dit d'une voix sèche, teintée de ce qu'il appelait de l'inquiétude. Ma mère est restée silencieuse, lissant la nappe comme si cela pouvait apaiser les tensions. Je me souviens d'être resté debout dans le couloir après, ma lettre d'admission serrée dans ma main, me répétant que ma voix était la mienne, même si elle n'était pas aussi brillante que la sienne. Quelques années plus tard,
Lors de ma soutenance de mémoire de maîtrise sur le neurodéveloppement précoce, il était absent. Il a prétexté un changement de dernière minute, mais j'ai appris par un collègue qu'il s'agissait en fait d'un dîner de réseautage. Son absence a été douloureuse, mais c'est le mensonge qui persistait, me rappelant que mon travail ne méritait pas son temps. Les réunions de famille n'ont fait que confirmer cette idée. Aux anniversaires ou au barbecue dans le jardin, il me présentait comme celle qui travaillait avec les enfants, quelqu'un du secteur de l'éducation. Son sourire n'avait jamais la même intensité que celui de mon frère. J'acquiesçais poliment, me rappelant que les enfants de ma classe me voyaient tel que j'étais, même si lui ne le pouvait pas. Mais un souvenir s'est gravé plus profondément dans ma mémoire. Le jour de ma remise de diplôme de master, lorsqu'il a serré la main de mon directeur de thèse et a plaisanté. Dommage que le programme ne soit pas plus exigeant. J'ai eu l'impression d'être renvoyé, et j'ai ravalé ma salive, me persuadant que son opinion ne me définissait pas. Jusqu'à ce soir-là, dans la salle de bal, où les rires ont fait ressurgir tous ces souvenirs. Pour une fois, je ne les ai pas enfouis. Quelque chose avait changé, et je l'ai laissé remonter à la surface. Des mois plus tôt, avant que la perspective de la mort ne se profile comme une ombre, un courriel de la Fondation Hall était arrivé alors que je nettoyais des tapis colorés dans ma classe de maternelle au centre communautaire d'Aurora. L'objet était simple. Invitation à un entretien, poste de directrice pédagogique. Je l'ai lu 2 fois, les mots se confondant sur un fond de blocs de construction éparpillés et de traces de peinture au doigt. Ce n'était pas un poste comme les autres. Il s'agissait de superviser des subventions à l'échelle de l'État, reliant les soins de santé et l'éducation préscolaire, et influençant des programmes bien au-delà de ma petite chambre. C'était comme une porte qui s'entr'ouvrait, une porte que j'avais gagnée à force d'années de persévérance discrète. Je n'en ai rien dit à ma famille. J'entendais déjà la conversation. Mon père balayant l'affaire d'un revers de main, la considérant comme un simple détour. Ma mère évitant le débat. Mon frère aîné se demandant si j'oserais un jour viser plus haut. Certaines vérités doivent être protégées jusqu'à ce qu'elles soient assez fortes pour être révélées. Une semaine plus tard, lors d'un dîner de famille dans notre cuisine d'Aurora, un de ces dîners organisés par habitude plus que par affection, mon téléphone s'est illuminé d'une notification. La fourchette de mon père s'est arrêtée net. Pas d'appareil à table, a-t-il dit d'un ton sec, comme lorsque j'étais petite et que je testais les limites. Je l'ai discrètement rangé. Le secret était bien gardé. Tandis que le dîner avançait, il a commencé à me confier des tâches. Relire son discours. Il confirmait les listes d'invités comme si j'étais son assistante, pas sa fille. Quand je lui ai dit que je ne pouvais pas l'aider à cause d'une réunion importante, son silence s'est étiré sur la ligne téléphonique, lourd de désapprobation. Importante, a-t-il répété, le mot teinté de doute. J'ai commencé à m'expliquer, mais il m'a interrompu, me traitant d'égoïste et insistant sur le fait que mon travail était suffisamment flexible pour que je puisse m'absenter. De toute façon, personne ne le remarquerait, a-t-il ajouté, ces mots résonnant comme une blessure familière. Ce calme soudain en moi n'était pas de la rage. C'était de la détermination. Je lui ai dit que mon travail avait plus d'importance qu'il ne le reconnaissait. Ma voix était assurée malgré le tremblement dans ma poitrine. Il a ricané, puis a sorti son argument habituel. Si c'est plus important que la famille, alors d'accord. Il voulait me faire changer d'avis, mais cela n'a fait qu'accentuer la distance. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans mon appartement avec vue sur les contreforts des montagnes, tandis que la lumière du soir laissait place au crépuscule. Le Crestwood Regional Medical Center, son hôpital, avait déposé une demande de subvention de 8 millions de dollars auprès de la Fondation Hall. Le poste que je convoitais incluait un droit de veto sur ces fonds. Je n'avais pas recherché ce chevauchement, mais il était inévitable. Le matin de l'entretien, je me tenais au pied de la Hall Tower, dans le quartier Loto de Denver. Sa façade de verre reflétait l'effervescence des rues en contrebas. Pénétrer dans le hall de marbre me donnait l'impression de m'aventurer en territoire inconnu. Chaque étage, une fois monté, me tirait de l'ombre que je connaissais. Arrivé au sommet, mes nerfs s'étaient cristallisés. 4 visages m'accueillirent dans la salle de conférence. Margaret Hall, impassible, en tête, le docteur Rebecca Garcia, dont j'admirais le travail de loin, et 2 membres du conseil d'administration dont les noms s'estompaient dans l'intensité du moment. Lorsqu'ils m'invitèrent à commencer, je parlais de ma classe, de la joie parfois chaotique des progrès,
de mes recherches sur le moment opportun pour intervenir, des programmes que j'avais élaborés avec des thérapeutes pour détecter les retards précoces. Pour une fois, dans un lieu comme celui-ci, je me sentais vraiment écoutée. Puis Margaret me tendit des dossiers, des exemples de propositions à analyser. Je me suis plongée dans le dossier, constatant la faiblesse des plans, l'absence d'indicateurs, et la formation rajoutée comme une simple formalité. Ce dernier point m'a glacée. La candidature de Crestwood, la tentative de son hôpital d'étendre son service de pédiatrie. La section sur la formation, de vaines promesses sans fondement. Mon cœur s'est serré, mais j'ai évalué la situation avec honnêteté. Solide en médecine, mais vide en matière d'apprentissage. Margaret m'a demandé mon avis, sans se douter du lien. J'ai expliqué les lacunes avec mon professionnalisme habituel. Le docteur Garcia s'est penché vers moi. Vous connaissez ce candidat. J'ai acquiescé, proposant de me retirer si nécessaire, mais maintenant mon point de vue. L'atmosphère a changé, non pas de suspicion, mais de respect. Margaret m'a observé, puis a déclaré que j'étais leur premier choix, le choix du conseil d'administration ce soir-là. En quittant la tour, l'air de la ville semblait vibrant, chargé d'énergie. Mais au fond, je savais que cette vérité allait se heurter de plein fouet à son monde, sans qu'il y soit préparé. Mon téléphone a été inondé d'appels presque aussitôt. Mon père, ma mère, mon frère insistaient. J'ai laissé sonner, sachant les demandes qui m'attendaient. Allez, réglez ça. Donnez-nous la priorité. Quand j'ai enfin répondu, la voix de ma mère était empreinte de tension, celle qu'elle portait depuis des années, prisonnière de son sillage. Il est contrarié. Tu dois être là. J'ai accepté de venir, mais c'était tout. L'appel de mon père a suivi. D'abord une accusation. Tu préfères une réunion à ta famille, a-t-il lancé, évoquant le nom du docteur Garcia, pensant que son invitation au gala me ferait changer d'avis, ignorant qu'elle venait de constater ma force. Son ultime pic. Si tu es en retard, ne t'attends pas à monter sur scène. Ces mots m'ont blessé, mais je suis restée ferme. Je n'ai jamais eu besoin de ta scène. La conversation est restée en suspens. Puis le courriel, rendez-vous confirmé. Ces mots ont résonné comme une force tranquille. Plus tard, en entrant dans l'hôtel, au milieu du personnel affairé et des compositions florales, je n'étais pas là pour aider. J'étais là pour assister à la rencontre entre son image de moi et la vraie moi. Alors que je prenais place à une table éloignée des familles, la lumière tamisée de la salle de bal projetait de longues ombres sur le parquet ciré, et le murmure des conversations semblait lointain, comme un écho d'une autre vie. Mon père dominait la scène, son discours tissant des récits d'opérations nocturnes et de vies reconquises. Les applaudissements témoignaient de son univers inflexible. Mais sous ces mots, je percevais le courant sous-jacent qui nous avait définis, la conviction que son chemin éclipsait tous les autres, y compris le mien. Il appela ensuite mon frère, le louant comme l'héritier de l'innovation, l'approbation de la salle les submergeant comme une vague. Puis son regard se posa sur moi, son sourire s'effaçant. « Et ma fille, Evelyne, dit-il, l'affection feinte. Elle enseigne en maternelle, en gros, elle fait du babysitting. » Un rire étouffé, soudain, sifflant, retentit à nouveau. Si vous avez déjà ressenti cette piqûre, quand l'amusement d'une salle vous rend invisible, vous savez à quel point cela vous vide de votre substance. Je gardais les yeux fixés sur lui, mais intérieurement, le doute s'agitait. Avais-je eu tort de suivre cette vocation ? Étais-je à jamais la moins importante à ses yeux ? L'entrée de Margaret attira mon regard. Elle se déplaçait avec une détermination tranquille, sans fanfare. Pourtant, l'espace autour d'elle semblait se rétrécir. Mon père continua, les anecdotes fusant. Mon manque d'ambition, mon choix des études plutôt que de la médecine, mon choix de me contenter de crayons et du chaos. Sa suffisance planait dans l'air. Mais l'assistance se déplaça, un malaise s'insinuant. Le coordinateur interrompit puis annonça un conférencier invité. Margaret monta les marches, sa présence tendant l'atmosphère. Elle se tourna vers lui. « Merci pour cette présentation, Dr Green, mais asseyez-vous. Tout le monde doit savoir qui est vraiment votre fille. » Son visage pâlit, sa main se crispant sur le pupitre. Dans ce silence suspendu, je sentis les années d'érosion silencieuse. Les dîners étaient mes histoires dissoutes, non dites. Le regard fuyant de ma mère,
qui préférait la paix à la défense. Pourquoi n'avait-elle jamais pris la parole? Son silence, plié comme ses serviettes, avait été une trahison en soi, m'apprenant à m'effacer. Le doute m'envahit. Peut-être l'avais-je provoqué en restant dans l'ombre, en ne réclamant pas plus tôt. Margaret commença par parler de sa carrière, provoquant des hochements de tête approbateurs. Puis elle changea de sujet. La Fondation avait nommé une nouvelle directrice de l'éducation, chargée de superviser les subventions comme celle de Crestwood. Quand elle prononça mon nom, des murmures d'étonnement parcoururent l'assistance, les chaises grincèrent sous les regards, les rires précédents se muant en stupeur. Quelques-uns chuchotèrent, réévaluant la nounou qui, désormais, avait le pouvoir. Je me levai, mes pas résonnant dans le silence, chaque pas me rapprochant du doute qui s'était accroché à moi comme un brouillard. Arrivée sur l'estrade, sa main sur mon épaule me ramena à la réalité. Elle souleva le dossier. La proposition de Crestwood. Cette demande relève de sa compétence. Il devint livide. Il n'était pas au courant. Le poids de la salle pesait lourd sur moi. Mon cœur battait la chamade, submergé par la vulnérabilité. Et s'il me rejetait encore? Mais lorsque je pris le micro, ma voix s'éleva, calme et posée. J'ai parlé du pouvoir discret de l'éducation préscolaire, des connexions neuronales qui se tissent par le jeu, des fondements émotionnels qui façonnent notre manière d'affronter la maladie, de chercher de l'aide, d'endurer. Je l'ai regardé, y voyant non seulement le chirurgien, mais aussi l'homme qui avait érigé des murs autour de son orgueil. La douleur s'y tordait, mêlée à la peur, la première fissure dans ses certitudes. Le public s'est penché en avant, certains hochant la tête, d'autres se tortillant mal à l'aise, entrevoyant peut-être leurs propres erreurs. Si vous avez déjà douté de votre valeur dans le silence, vous demandant si vos efforts restent vains, ce moment pourrait résonner en vous. La douleur vive d'être vulnérable, et pourtant de trouver sa voix assurée. Je lui ai rendu le micro, le programme a repris, mais l'atmosphère avait changé. Des chuchotements m'ont suivi jusqu'à ma place, un mélange de curiosité et de regret. Ma mère a croisé mon regard depuis le premier rang, son expression brisée. De la culpabilité peut-être, pour toutes ces fois où elle était restée silencieuse. Mon frère a évité mon regard, son calme anéanti. Et mon père, le regard fixe, le prit sur ses genoux désormais vides. Dans ce silence, je réfléchis au conflit intérieur qui m'habitait. L'envie de pardonner, de me replier sur moi-même, face à celle de m'affirmer. La colère avait couvé, mais elle s'était maintenant muée en lucidité, la douleur de la trahison, non seulement de sa part, mais aussi de celle de la part de moi qui l'avait permise. La croissance me semblait hésitante, comme une respiration difficile après l'avoir tenue trop longtemps. Le gala s'acheva peu à peu, dans un tintement de verre et des adieux murmurés. Mais le changement était palpable, comme si la pièce elle-même avait expiré. Les invités s'approchaient de moi, non plus avec pitié, mais avec un intérêt sincère. Des questions sur les interventions précoces, les liens communautaires, le lien entre éducation et santé. Quelques-uns s'excusèrent discrètement pour les rires, le regard détourné, mal à l'aise. De l'autre côté de la salle, mon père se tenait seul, la foule qui gravitait autour de lui s'étant évanouie. Pour la première fois, il parut petit, englouti par l'espace qu'il avait jadis dominé. Quand il s'est enfin approché de moi, son sourire était forcé, ses yeux cernés. « Je suis fier de toi », a-t-il dit en reniflant, les mots semblant arrachés à la réalité. J'ai croisé son regard, ne ressentant ni triomphe, ni sérénité. De la fierté seulement maintenant, parce que j'ai du pouvoir, ai-je répondu doucement. J'avais besoin de respect, pas de ça. Il a détourné les yeux, la faille dans son masque s'élargissant, subtile, mais bien présente. Aucune confrontation n'a suivi, juste cet échange silencieux, planant entre nous comme une affaire inachevée. Au cours des semaines suivantes, ces appels sont devenus plus fréquents que les années précédentes, non pas pour exiger des comptes, mais pour s'enquérir de la subvention. La proposition de Crestwood avait été signalée. Les aspects pédagogiques étaient jugés trop vagues, manquant de profondeur. Il a demandé un accompagnement uniquement par l'intermédiaire de la Fondation. J'ai refusé toute exception. Il n'a pas insisté, il ne le pouvait pas. La version révisée est arrivée plus tard, améliorée, mais toujours insuffisante. Le conseil d'administration a accordé 4,5 millions de dollars, au lieu des 8 prévus. J'aurais pu me récuser, mais les critères sont restés inchangés. Pour une fois, il avançait sans pression,
son charme se heurtant à la méthode. Quelque chose s'éveillait en lui. Il commença alors à lire les articles que je lui avais partagés il y a longtemps, posant des questions hésitantes sur le neurodéveloppement. Un matin, son appel me surprit. « Pourrais-je voir votre classe ?» J'hésitais, cette demande suscitant en moi des sentiments mitigés, la tristesse du temps perdu, une lueur d'espoir. J'acceptai, non pour obtenir son approbation, mais pour qu'il voie ce qu'il rejetait. Il arriva au Centre Aurora cet après-midi-là, sa grande silhouette paraissant maladroite parmi les tables basses et les affiches colorées. Les enfants l'entouraient, curieux, et il s'assit sur une petite chaise, les genoux repliés. Un garçon lui tendit des ciseaux pour un simple découpage, et je l'observai depuis l'embrasure de la porte. Ses mains précises qui sauvent des vies, tremblaient en guidant la lame. Le papier se découpa irrégulièrement, et il fronça les sourcils, la concentration se lisant sur son visage. Il n'était plus l'autorité, mais un homme aux prises avec l'inconnu, l'humilité adoucissant ses traits. Après le départ des enfants, il s'attarda, son regard parcourant la pièce, les dessins inachevés, les tapis d'alphabet. « Je comprends pourquoi cela compte pour toi », dit-il d'une voix plus douce que je ne l'avais cru. Je ne cherchais pas à combler le fossé. Laissons le silence s'installer, pensai-je. Tu n'as pas besoin de t'accrocher, répondis-je finalement. Reconnais simplement qu'aucun travail n'est indigne d'intérêt. Il hocha la tête. Pas de discussion, un calme nouveau l'habitait. Tandis qu'il partait, je ressentis pleinement le renversement. Non pas son changement, mais le mien. Le pouvoir qu'il détenait s'était dissipé. Non par la force, mais par mon refus de le poursuivre. Ce soir-là, rentrant chez moi sous la lumière déclinante des contreforts, la ville bourdonnait autour de moi. Les parents pressés, les travailleurs se détendant, leur labeur invisible reflétait les miens, subsistant sans projecteur. Si vous vous êtes déjà senti dans l'ombre, portant des attentes comme un fardeau silencieux, peut-être percevez-vous ce tournant, l'instant où l'emprise de la trahison se relâche, révélant votre propre force intérieure. Les jours suivants, la distance entre nous ne disparut pas, mais elle s'apaisa. Le respect se reconstruisit lentement. Par de petits gestes, ces questions sur mes projets, un article partagé sans commentaire. Nous ne nous sommes pas réconciliés du jour au lendemain. De telles blessures guérissent par couches successives, non par bonds. Ma mère appelait plus souvent, sa voix hésitante, comme si elle tâtonnait. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt, admit-elle un jour, les mots fragiles. Je laissai planer le doute, sans chercher à l'excuser immédiatement, mais cette reconnaissance apaisa une souffrance longtemps contenue. Au travail, mon rôle à la Fondation donnait plus de profondeur à mes journées. Examiner les demandes de subventions, élaborer des politiques reliant les salles de classe aux cliniques. L'école maternelle restait mon point d'ancrage. La joie pure des enfants me rappelait pourquoi j'avais fait ce choix. Je n'avais plus besoin de le justifier. Il se suffisait à lui-même. Les dîners de famille changèrent aussi. On parlait moins de ses succès, plus de silence ouvert où mes histoires trouvaient leur place. Mon frère écoutait maintenant. Ses questions étaient sincères. Le favoritisme s'était estompé. Rétrospectivement, cette soirée de gala n'était pas une vengeance. Ce fut une libération. Le rire qui m'a mise à nu est devenu le catalyseur de la clarté, me montrant que je n'avais pas besoin de son histoire pour définir la mienne. La douleur s'est muée en autonomie. La trahison en limites affirmées avec une force tranquille. Je marchais plus légère. Mes décisions m'appartenaient, sans excuse. Si cela fait écho à quelque chose dans votre propre vie, cette douleur d'être invisible aux yeux de vos proches, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous avons tous porté des ombres que nous n'avons pas choisies, mais les dépasser, c'est la justice silencieuse que nous nous attribuons. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Chaque histoire nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin. Si celle-ci vous a touché, restez avec nous, car chaque histoire révèle une nouvelle vérité du cœur humain. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour que d'autres histoires comme celle-ci puissent atteindre ceux qui en ont le plus besoin.